Selon le psychiatre américain Karpman, les relations toxiques tournent autour de 3 personnages, le bourreau, le sauveur et la victime. Dans une première émission, nous avons analysé les relations qu'il y a dans ce triangle dramatique et nous nous sommes arrêtés sur le personnage du sauveur. Aujourd'hui, dans cette deuxième émission, approfondissons celui de la victime avec vous, Pascalide. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine, en philosophie et en théologie. Vous êtes prêtre et vous avez écrit de nombreux livres de psychologie. Et vous avez aussi, dans votre ministère, mais aussi dans les conférences que vous faites, etc., vous êtes appelé à accompagner des personnes. Et vous dites dans votre livre que vous avez rarement entendu des personnes qui se disent bourreaux, mais beaucoup plus des personnes qui se disent victimes. C'est oui, ça? Oui, c'est ce que faisait René Girard, hein, vous savez, quand il parle en effet des boucs émissaires. Quand il dit « Qu'est-ce qui a été victime parmi vous dans la salle ?» 100% des bras se lèvent. Qu'est-ce qui a été bourreau? Ah, non, personne, bien sûr. C'est intéressant. On fait donc 100% de victimes avec 0% de bourreaux. Expliquez-moi. Et vous dites, en fait, tout simplement, la victime, c'est le mal-aimé. Ah oui, c'est amusant, oui, en effet. C'est vrai, quand on prend la chanson de Claude François, c'est vraiment ça. Hein. C'est le mal-aimé qui va utiliser ça pour se plaindre, on va y revenir, hein, et pour se plaindre indéfiniment. Pour le sauveur, vous avez pris ce passage où on parle du fils prodigue qui est très connu, ce passage de l'Évangile. Et pour expliquer un petit peu ce qu'est une victime, vous prenez l'infirme de Bethsaida. Oh, c'est même mieux que ça. C'est le pape François lui-même qui le fait. Le pape François qui est toujours très concret. Moi, j'aime beaucoup. Il nous fait quasiment des tableaux cliniques, si je puis me permettre. Hein. Et en effet, quand il en parle, hein, on voit bien. Donc c'est Jean chapitre 5, hein, versets 1 à 16. Donc le fameux passage où il y a cette personne qui est paralysée depuis 38 ans, et Jésus lui demande précisément « Veux-tu être guéri ?» Alors d'abord, intéressant de voir que il ne répond pas à la question, il répond à côté. Non seulement il répond à côté, mais il va commencer à geindre, ça on va en parler, hein. Il va commencer à se lamenter, se plaindre, trouver des justifications. Et puis quand Jésus finalement, comme le guérit, il n'y a pas de merci. C'est considéré comme un dû. On a vraiment quasiment un tableau clinique de victimaire. Hein. Comme si au fond, il avait perdu sa situation de victime parce que désormais il est guéri. Donc en effet, on voit, et puis même d'ailleurs, il va même se plaindre, hein, celui qui m'a guéri, etc. Donc, et on va en parler aussi, il va switcher en bourreau. Hein, parce qu'on va voir qu'en effet, on tourne entre les différents personnages. Donc en effet, dans l'Évangile, nous avons des victimaires. Alors, si on prend ce passage-là, on va dire que le bourreau, c'est la maladie, l'handicap. La victime, eh bien, c'est l'infirme. Et entre guillemets, c'est pas le sauveteur, mais c'est réellement le sauveur. Sauf qu'il le traite en sauveteur. Parce que vous savez, on va y revenir aussi, mais ce qui va caractériser le victimaire, c'est qu'il ne fait jamais de demande claire. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? C'est-à-dire que il lui impose pas d'être guéri, il est respectueux de la liberté de la personne par rapport à l'émission qu'on avait fait précédemment. Vous avez raison, en effet, d'insister là-dessus. Comment ça se fait que Jésus, en effet, soit un sauveur et non pas un sauveteur? Merci, Bénédicte, de bien pointer cela. Jésus jamais n'impose, en effet, le bien qu'il fait. Je sais pas, quand on prend l'épisode de l'aveugle de Jéricho, hein, en Luc 10, extrêmement intéressant de voir que il est présenté à Jésus, et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Attendez, je suis aveugle, c'est assez évident. Eh bien non, même cette évidence, Jésus demande que notre liberté elle-même fasse partie de l'acte complet et énonce. Et donc, en effet, ce qui va caractériser le sauveur, c'est que lui, il va faire le bien sans demander que l'autre le fasse. Alors que Jésus s'arrête toujours au seuil de la liberté de l'autre. Alors vous dites que la victime geint, et la première question, c'est l'aspect affectif, c'est « je me plains, donc je suis ». Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Hein. Là encore, réfléchissons autour de nous. Est-ce que vous connaissez de ces personnes-là, quand vous les rencontrez, rien ne va? Bon, le boulot ne va pas bien, bon, très bien. Et la famille? Tu sais, la famille, il faut voir un peu. Aujourd'hui, putain, t'as vu l'état de la France actuellement, mais attends, vraiment. Et puis il pleut. En plus, il pleut. Je pense à quelqu'un qui vient me voir un jour, qui commence, comme ça, dans un entretien, il dit « Pascal, ma vie est un enfer ». Intérieurement, je dis, bon, mon petit coucou. Alors, avec un petit sourire intérieur, je dis, tiens, raconte-moi un peu ta journée. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est avec mes 2 filles. On a fait des crêpes. Ah là, mais son visage sans soleil, il me raconte ça, merveilleux. Il dit, oui, non, c'est vrai, ta vie est vraiment un enfer. Alors là, il m'a rigolé en disant, bon, c'est une façon de dire. Ouais, c'est une façon de dire, mais je te connais. Je pense que ce que tu me dis à moi, tu le dis aussi à ta femme. Et je suis désolé. Tu empoisonnes le monde. Regarde, t'as un super job et tu l'aimes beaucoup. T'as une femme que tu aimes et qui t'aime. T'as 2 filles. Mais franchement, elles sont adorables.
Donc, c'est quoi cette façon de geindre? Alors, il s'attendait à ce que je commence à le plaindre, moi aussi. Il dit, t'as fini, non? On veut dire, tu te comportes comme un victimaire. Oups, c'était un électrochoc. Je peux vous dire que là, il n'a pas recommencé. C'est des gens qui nous pompent, qui nous bouffent l'énergie, j'allais dire. Ah, mais complètement. Et là, vous êtes tout à fait nommé, c'est le critère. Vous avez deux sortes de relations. Hein. Des relations, quand vous rencontrez quelqu'un, la personne vous énergétise au sens le plus propre du terme. Vous en sortez, vous êtes dopé. Et personne, quand vous les quittez, vous avez l'impression que le sac à dos qu'elles avaient sur leurs épaules, elles vous l'ont mis sur vos épaules à vous. Vous en sortez donc découragé. Et en plus, c'est des sentiments qui sont extrêmement contagieux. Hein. Le découragement, la colère, la tristesse. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Catherine Lévicki, quand elle écrit son livre « Arrêtez de râler hein, », c'est un livre qui a du succès, je crois que c'est 300 ou 600 000 exemplaires, hein, elle s'est rendue compte elle-même de cela le jour où elle s'est dit « Ah, mais j'en ai ras-le-bol des gens qui râlent tout le temps ». Ben quoi, elle s'arrête. Attends, je suis en train de râler sur les gens qui râlent. Et donc elle s'est dit, mais attends, faut que j'arrête là. Et c'est vrai que mesurer autour de vous, on en connaît de ces personnes-là qui passent son temps à faire une espèce de tableau noir de tout, qui vous font en permanence la liste des trains qui n'arrivent jamais à l'heure, SNCF, etc. Et c'est véritablement leur manière de vivre. Donc, en effet, affectivement, c'est à la fois de la colère, au fond de l'amertume. Et je vous dis, quand on entend ces personnes-là, au bout d'un moment, on fait un détour. Mais est-ce que c'est pas un peu comme le sauveteur, quelqu'un qui manque d'estime de soi? Je pense que sur le fond, ces trois types-là, il y a quand même un déficit. Mais c'est pas d'abord cela hein, qui va les habiter. C'est pas d'abord le manque d'estime. C'est d'abord le fait qu'on va exister en reportant sur l'autre la difficulté. Hein, et donc en se dédouanant. Donc le fond même du victimaire, c'est surtout de dire que, comme on dit en créole, c'est pas faute moi. C'est pas faute moi. D'ailleurs, vous dites c'est une plainte égocentrée. Ah oui, totalement. Alors, vous allez me dire, mais on a quand même le droit de se plaindre. Il y a quand même des fois où, je sais pas là, si ça fait 3 fois de suite que vous avez 1 heure de retard avec ce train de la SNCF, il y a quand même en vous une frustration légitime. Hein. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre une plainte toxique et une plainte ajustée? Là, le critère est important. Celui qui a une plainte ajustée, il est tourné vers la solution. Il n'y a aucune espèce de complaisance, alors que l'autre, il se plaint pour se plaindre. Et il veut surtout pas que vous trouviez une solution. D'ailleurs, si vous trouvez une solution, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous sortir de son chapeau un deuxième problème. Alors, je rappelle quelqu'un, en effet, plaignait toujours, en effet, de son voisin qui faisait du bruit, etc. Puis un jour, le voisin a déménagé. Ben, je peux vous dire que du jour au lendemain, elle a trouvé un autre problème, je ne sais plus ce que c'était en tout cas, elle a trouvé un autre problème. Donc, on voit bien que ces personnes-là ne vivent que cette lamentation permanente. Alors, vous avez dit un mot très important, ajuster. C'est toute une question de juste place. Oui, alors, bien sûr, comme on vient de dire, en effet, c'est vrai que l'ajustement, c'est-à-dire que on peut subir une violence dans ce sens-là. Il y a des véritables victimes, hein, notamment, naturellement, quand on est petit, un petit enfant qui est abusé, comme on disait dans la dernière émission, lui, ça va de soi que c'est une véritable victime. C'est vrai aussi que pour les adultes, on l'oublie quand même dans les questions de narcissisme, il y a ces phénomènes d'emprise très réels, et on sait bien que dans l'abus, on a de plus en plus conscience que pas toujours, hein, là-dessus on ne le dit pas assez, on a quand même de plus en plus conscience qu'il y a à la fois un phénomène de désordre sexuel, mais aussi d'un désordre de pouvoir, c'est-à-dire une emprise sur l'autre. Or, l'emprise sur l'autre se caractérise aussi par une emprise psychologique qui fait qu'au bout d'un moment, on brouille les frontières entre le bien et le mal, de telle manière que celui qui est abusé ne sait plus où se situe la responsabilité. Donc ça, c'est profondément toxique. C'est pour ça que les personnes qui sont dans les sectes n'ont pas seulement besoin qu'on les sorte physiquement de la secte, mais psychologiquement. D'ailleurs, si on le fait sans leur liberté, syndrome de Stockholm, elles vont y retourner en se croisant pour leur bourreau. Donc, il y a ce phénomène profondément destructeur. Et dans ce sens-là, donc, on voit à quel point l'autre est un bourreau qui détruit aussi intérieurement. Mais cette plainte, vous disiez, c'est une plainte souvent qui est démesurée. On prend par exemple, si on regarde l'aspect cognitif, vous dites, c'est la mer Rouge quand je saigne. Oui, c'est Cyrano de Bergerac. Hein. Ah oui, mais ça, je pense par exemple à une personne, en effet. Quand je l'entends, c'est, mais mon père, mais ma vie est épouvantable. Et puis, ainsi se met sur épouvantable. Hein. Donc, le son même de la voix. Donc, c'est des personnes qui dramatisent. Et puis, je donne un autre critère intéressant et important. On ne peut pas mesurer leur souffrance. Hein, c'est une espèce de maladie, je n'en nommerai pas. C'est invérifiable, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et donc c'est intérieur. De toute façon, tu peux pas savoir ce que je vis. Ça, c'est la parole qui vous bâillonne complètement. De toute façon, tu peux pas comprendre. Toi, t'es marié, moi, je suis célibataire. Tu peux pas comprendre, comme je suis célibataire, ma souffrance infinie de célibataire. Et au bout d'un moment, en effet, on bâillonne. Et comme ça, il y a une toute-puissance du victimaire.
On a dit en effet que dans l'Église, en effet, on a beaucoup de sauveurs, on a beaucoup de sauveteurs, hein, précisément. Mais qu'est-ce qu'on a aussi comme victimaires? Alors, d'un côté, le fait qu'il y en ait autant atteste l'image que l'on a de l'Église, à savoir l'Église est un lieu où on donne la miséricorde, où on sait écouter, on sait témoigner de cette compassion. Donc dans ce sens-là, il est bon qu'on en trouve un certain nombre. Mais de l'autre côté, on le sait bien, vous savez bien, c'est cette personne qui dans la paroisse est tellement ennuyeuse qu'elle est toujours en train de se plaindre, qu'on se passe de service en service comme une patate chaude, parce qu'on n'en supporte plus. Et de fait, comme on ne peut pas s'en débarrasser, on essaie de la transférer dans un autre lieu. Et donc, ces personnes qui sont tellement pesantes, qui ne parlent que d'elles-mêmes, que de leur souffrance, et dès que, en effet, quelqu'un va commencer à parler de lui, va trouver le moyen de détourner la parole de l'autre pour, de nouveau, ah oui, c'est comme moi. Vous savez, ces personnes, quand vous leur parlez de votre malheur, disent, ah oui, moi, ça m'est arrivé aussi. Merci pour l'écoute et merci pour la compassion. T'as ramené les choses à toi. Ça, c'est vraiment le victimaire. Et alors, en plus, vous dites, je suis zéro responsable de mon malheur dans ces cas-là. Alors, ça, c'est vraiment une question de fond, hein, en effet. Pour sortir de ces postures, c'est de se rendre compte que je suis 100% responsable de mon bonheur, 100% responsable de mon mal. Alors, parole comme ça, là, paraît insupportable. Je ne suis pas en train de dire que je suis responsable des événements qui m'arrivent. Ça va de soi que si en effet une maladie me tombe dessus, si en effet un chien me mord, bien sûr, non, je ne suis pas responsable de cela. Par contre, je suis responsable à 100% de ce que j'en fais. Et là commence en effet ma responsabilité. Et là, en effet, commence aussi le diagnostic différentiel entre les deux. La victime, elle va aussitôt essayer de se dire, mais comment vais-je faire pour en sortir ? Attention, il faut faire attention par rapport aux personnes qui sont dépressives. Quelquefois, on entend ça, mais non, tu es responsable. Non, elles peuvent pas totalement être 100% responsables du fait de sortir de la dépression. Il y a des maladies aussi. Hein. Distinguons bien. Le dépressif, la personne, on parle bien d'une véritable, la maladie psychiatrique et la dépression, qui est aujourd'hui la maladie la plus répandue dans le monde, qui est une maladie véritablement toxique, veut dire pour la personne qu'elle subit et qui est une maladie terrible, hein, soyons très très clairs là-dessus. Elle est 0% responsable de sa maladie comme de toute maladie, soyons bien clairs. Par contre, elle est responsable de se traiter, de le reconnaître et de se traiter. C'est comme les alcooliques. Soyons bien clairs. L'alcoolique peut-être qu'il était même sûrement responsable de son entrée dans l'alcoolisme le plus souvent. Par contre, la maladie qui est la sienne, souvent il se sent coupable intérieurement alors qu'il ne l'est plus. Par contre, il est responsable de 3 choses. Premièrement, de le reconnaître. Deuxièmement, de faire un bilan pour savoir où en est sa santé, parce que souvent il y a un déni. Et troisièmement, de prendre les moyens, alcoolique anonyme, 1, 2, 3 fois par semaine, pour se traiter. Donc toujours savoir sur quel plan se situe ma responsabilité. Et quand vous rencontrez un victimaire, il vous use. Et ça, c'est important pour nous prêtres, même pour les agents pastoraux. Hein. Pourquoi ? Ces personnalités sont extraordinairement chronophages. Elles vous prennent votre temps au point que elles peuvent vous détourner de vos véritables urgences pastorales. Moi, je me rappelle une fois, c'était un week-end où je prêchais, il y avait une dizaine de personnes qui étaient en train d'attendre. La première qui se présente, une victimaire professionnelle. Hein. Donc j'écoute et je me rends compte de toute façon que quoi je lui dise, je pourrais jamais la consoler. De toute façon, sa vie n'est qu'un Titanic, elle sombre. Bon, très bien. Et j'ai bien vu toutes celles qui étaient derrière. Je me suis dit, si je consacre tout mon temps à cette personne-là pour la consoler, non seulement ça serait inefficace, mais je ne pourrais pas aider les personnes qui, elles, ont vraiment besoin de moi. Donc, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas donné de compassion, mais je suis en train de dire qu'il faut croiser la compassion avec la prudence et savoir ajuster le temps que je vais donner aux personnes qui ont besoin d'être consolées. Donc dans ce mécanisme psychologique, il y a donc 3 personnages, le sauveur, la victime et le bourreau. Et nous en arrivons au bourreau. On n'a pas trop envie d'en parler. C'est pas si simple, hein. C'est celui qui violente l'autre, c'est celui qui commet le mal, c'est celui qui dit toujours moi premier servi. Et c'est souvent la personne avec qui on ressent un profond malaise, non ?
En fait, on n'a pas envie d'en parler, mais en fait, on en a parlé, l'air de rien. Parce que le sauveteur, pas le sauveur, le sauveteur, au fond, il est quand même déjà bourreau, parce que comme il ne respecte pas la liberté de l'autre, il s'impose à l'autre, et c'est exactement ce que fait un bourreau. Le victimaire, je ne parle pas de la victime, je parle du victimaire. Le victimaire lui-même à se plaindre, à ne jamais trouver de solution et à exiger que je lui trouve la solution pour sortir de son trou, il est lui aussi bourreau. Parce que, d'ailleurs on le verra très bien, si vous ne trouvez pas les moyens pour l'aider, lui-même va commencer à se mettre en colère et donc va passer du côté bourreau. Là encore, on tourne entre les trois pôles. Vous voulez une image de bourreau? Vous prenez De Funès dans ces films. J'ai pas pensé à La Grande Vadrouille. Regardez, Stanislas Lefort, c'est donc le chef d'orchestre, comment il est avec Bourvil. D'ailleurs, Bourvil qui a un petit côté justement, c'est vraiment c'est typiquement le victimaire. Rappelez-vous, aucune sensibilité à la souffrance de l'autre. Ou bien, on a tous l'image en tête, on a Lefort, donc De Funès, sur les épaules de Bourvil. Donc il va s'imposer à l'autre jusqu'au bout. Et l'autre, en même temps, est humilié. Ce qui est quelque chose d'important. Je pense à tout ce qu'on peut dire sur les personnalités narcissiques. Nous avons une conception encore trop psychologisante et trop individualiste du narcissisme. Le narcissisme, c'est un système. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des personnalités narcissiques qui puissent agir, il faut certes qu'il y ait un bourreau, certes qu'il y ait des victimes, et on a bien dit que les victimes peuvent être sous emprise, mais il y a aussi ceux qui passivement acceptent et ceux qui, même ayant pris conscience, continuent à accepter à cause de toutes les gratifications secondaires. Donc, il faut bien comprendre tout ensemble. Si, certes, Bourvil est ce qu'il est, c'est aussi qu'il a accepté que Funès lui-même le soit, sinon Funès n'aurait pas pu. Qu'est-ce que c'est qu'en effet que le bourreau? Donc le bourreau, ça on a bien compris, c'est celui qui s'impose, c'est celui qui fait violence, qui nous fait violence. Alors, c'est quand même rare qu'on ait des bourreaux qui d'emblée pourrissent la situation. Souvent, le bourreau c'est pour bien faire, quelquefois. Complètement. Un parent avec son enfant, il peut être un bourreau pour bien faire. Oui, exactement. L'intention est bonne. C'est important de bien voir que dans le triangle de Karpman, on rentre davantage avec le victimaire qu'avec le bourreau. Et c'est vrai que le victimaire lui-même, il s'arrange, parce c'est très malin, même si c'est des jeux inconscients dont on est dupe, il s'arrange pour vous mettre en colère, pour que là, vous mettant en colère, en disant, finalement, c'est vrai que tu m'appelles jamais, tu vois bien dans quel état je suis, tu m'appelles jamais. Attends, mais t'exagères, je t'ai appelé la semaine dernière. Oh non, la semaine dernière, dans l'état dans lequel je suis, tu pourrais un peu m'appeler tous les jours quand même, je te rappelle que je suis ta mère. Il est malin, parce que du coup, vous allez vous mettre en colère. Et là, vous mettant en colère, vous passez du côté bourreau, et maintenant, il a une bonne raison pour se dire victime. Alors qu'en fait, il est victime. Donc son rêve à lui, c'est que vous vous mettiez en colère. Et donc c'est vrai que souvent, ce qui est premier, c'est le victimaire. C'est la plateforme entre les deux. Alors là, vous allez rentrer, quand vous rentrez en son jeu, c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre comment ça fonctionne, là, vous allez en effet le contraindre. C'est vrai que on parlait un peu du climat affectif. C'est vrai que le bourreau joue souvent de ses colères. Il se rend bien compte que sa colère fait peur. Et finalement, il dit, après tout, si l'autre courbe les chines, c'est son problème. Donc ça, c'est un de ses premiers moyens, de terroriser, parce que finalement, il se rend compte que quand il se met en colère, les autres font ce qu'il veut, il se rend compte que ça marche, il va le faire. Ça nous permet d'ouvrir une autre petite porte intéressante, c'est que ces trois postures, vous avez bien parlé tout à l'heure de personnages, j'avais dit que vous avez raison, ces postures se mettent en place dans l'enfance. Ne soyons pas naïfs. Quand on a affaire à des joueurs professionnels, on se rend compte que même à 3-4 ans, on les voit déjà ainsi. Et le petit enfant, il sait très bien qu'il y a plusieurs manières d'agir. Soit il pleure, c'est le victimaire, soit il hurle, c'est le bourreau, soit il va être le gentil qui fait des sourires et qui aide, ça va être le sauveteur. Il voit très vite que ces trois postures lui permettent d'avoir les bénéfices secondaires qui lui permettent d'être intégré. Et donc s'il a compris que ses parents, quand ils piquent une colère, plient, eh bien, il va continuer comme cela. Et il va mépriser d'ailleurs ceux qui l'aident, parce que finalement, il se rend compte que si l'autre était en colère, il ne continuerait pas à agir ainsi. Alors, un autre critère intéressant pour repérer aussi le bourreau, c'est les petits jeux dans lesquels il joue. Par exemple, un jeu toxique. J-E ou J-E-U? J-E-U, vous avez raison de bien le noter. C'est les jeux dont parle Eric Berne, qui sont, je le rappelle, donc des interactions psychologiques avec les autres qu'on appelle jeux, parce que les règles sont fixées, pas du tout parce que c'est jouissif, il n'y a que des perdants, mais parce qu'en effet, c'est hyper figé. Un des jeux auxquels joue le bourreau, c'est le jeu caresse-pan. C'est du genre, je vais être un petit peu dur, et aussitôt après, je vais être gentil. Donc vous êtes perdu.
Hein, c'est le mari qui va vous enguirlander et le lendemain, il vous offre un bouquet de fleurs. Forcément, le bouquet de fleurs fait que ça vous bâillonne et vous n'osez rien dire. Un autre jeu psychologique, c'est le petit enfant qui va dire à son parent « Ah ben papa, il n'est pas comme ça avec moi. Hein » C'est quoi ce petit jeu, hein? C'est terrible parce que vous êtes complètement coincé. C'est le jeu qui, parce que Éric Berne a très bien repéré ça, c'est « battez-vous ». Je vais voir quel est le meilleur. Et donc là, c'est la jouissance. Hein. Et donc, il va manipuler par tous ces jeux. Alors, c'est intéressant parce que le bourreau n'est pas forcément quelqu'un qui hurle. C'est quelqu'un qui manipule de telle manière que vous ne savez plus où vous en êtes. Et là, en effet, on se rend compte qu'on peut, au maximum, tomber dans ces fameux profils narcissiques qui, comme on disait tout à l'heure, brouillent complètement, pas seulement le bien et le mal, mais aussi le vrai et le faux. Alors, je disais je aussi parce que c'est moi, le bourreau. Vrai. Alors, d'abord, dans le triangle de Karpman, c'est quand même toujours le jeu qui est au centre, mais alors lui, en effet, lui, c'est véritablement celui qui se sert et qui, donc, en se servant, asservit les autres. Hein. Et là, en effet, ce sont les égos un peu inflationnaires. C'est vrai que le bourreau a très peu de représentation de l'autre. C'est clair que le sauveteur, lui, pense tellement à la place de l'autre qui se substitue à l'autre. Le victimaire, c'est vrai, est centré sur lui, mais le bourreau, son travail à lui, c'est de prendre conscience du dégât qu'il commet chez l'autre. Alors, mets-toi un peu à ma place, à ton avis, quand tu rentres le soir systématiquement en piquant une rognante, là, parce qu'en effet, il y a des choses qui traînent dans l'entrée, tu te rends un peu ce que ça me fait, là? Quand j'accompagne des personnes, notamment des couples, je les invite à changer de place. Tiens, mets-toi à la place de l'autre, et maintenant, essaie de représenter comment il vit les choses. Il découvre vraiment tout. Vous savez que dans l'amour, toute la question de l'amour, c'est d'arriver à comprendre que l'autre, non seulement ne pense pas comme moi, mais ne pensera jamais comme moi, et qu'on peut s'aimer follement toute sa vie en ayant toujours 10 points de désaccord. Je le répète. Hein. Il n'y a pas besoin de penser la même chose. On peut, après 50 ans de mariage, être toujours en désaccord sur 10 points. Ça n'empêche pas d'aimer totalement l'autre. Et puis, vous écrivez aussi que le bourreau, il se justifie constamment. Ah ouais, ça c'est terrifiant, en effet. Et ça, c'est un autre jeu psychologique qu'on appelle le oui, mais. Donc, j'invite d'ailleurs à regarder ce film de Lavantier qui est passionnant parce que, de fait, on voit une famille qui tourne entre les trois pôles. Hein, la famille, c'est Églantine, la famille Laville. Et en effet, donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux oui, mais par lequel on se justifie? Vous savez, c'est du genre, reprenons la colère. Ah oui, chérie, c'est vrai. Oh, c'est vrai que j'étais pas aimable ce soir. Enfin, je suis rentré, je t'ai attrapé toi, j'ai engueulé les enfants, j'ai donné un coup de pied au chien pour qu'il sorte, comme dans Bruce Tout-Puissant, le film, là. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Mais attends, t'as vu la journée que j'ai eue? T'as vu, dis donc, mon patron, comment il est? T'as vu un petit peu, j'ai fait 1 heure pour rentrer dans un embouteillage? Donc oui, il vous dit oui. Il vous dit oui, pendant un quart d'heure. En effet, il vous concède tout. Mais le mais qu'il rajoute à la fin annule tout le reste. Vous savez, hein, comme prêtre. Quand je vois quelqu'un qui va venir se confesser, en effet, qui va dire, en effet, oh là là, ça fait 3 mois que je suis pas venu me confesser, c'est vrai que j'ai pourtant pris la résolution, c'est vrai, c'est pas terrible. Mais vraiment, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Hein. Donc, en effet, apparemment, il a l'air de dire contrition. Par la dernière phrase, il annulait tout le reste. Intérieur, je me dis, mais dans quel mensonge intérieur la personne se trouve? Donc par cette justification, vous voyez, il y a toute la bonne conscience d'avoir dit le mal, la dernière parole annulant tout le reste, il n'y a aucune espèce de conscience du mal qu'on a fait, même au contraire. Alors question à se poser, parce qu'on est tous à un moment ou à un autre bourreau. Hein. Est-ce que mon entourage me dit que je me mets en colère? Ai-je tendance à me justifier? Mon entourage a-t-il peur de moi? Est-ce que je me pense parfois supérieure aux autres? Alors je vous donne rendez-vous pour la 3e émission pour savoir comment enfin sortir de ce triangle maléfique.